Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations entre l'Égypte et le Djibouti et ce à la lumière de l'appel téléphonique qui a eu lieu récemment entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh. Là, il faut justement rappeler que les relations entre l'Égypte et le Djibouti ont été établies depuis l'indépendance de ce pays, de l'indépendance du Djibouti en 1977. L'Égypte était l'un des premiers pays à avoir justement à ouvrir une ambassade à Djibouti. Beaucoup de dossiers d'intérêt commun. Nous allons essayer d'avoir plus sur ces dossiers, mais aussi sur les relations entre les deux pays. Et nous avons le plaisir, pour parler de ce sujet, d'avoir avec nous ce soir Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes écrivain et journaliste. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Bonsoir. Et justement, pour rappel, il s'agit de cet appel téléphonique qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh. Au cours de l'appel, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte était attachée à aboutir à un accord légal, contraignant et global sur le remplissage et le fonctionnement du barrage de la Renaissance. Les deux chefs d'État se sont accordés sur la nécessité de régler ce dossier vital afin d'échapper à ses répercussions néfastes sur la région tout entière. Ça, en ce qui concerne le barrage de la Renaissance, mais certainement et avant tout, ce sont les relations bilatérales qui sont au menu des discussions. Oui, bien sûr. Tout d'abord, j'ai souhaité à tous les musulmans au monde entier que fait la carême, un bon carême et que tout ça soit bien. Donc, je commence pour dire qu'effectivement, il a eu un appel téléphonique entre deux homologues. Tout d'abord, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a salué son homologue Ismail Omar Guelleh pour sa victoire à remporter la présidentielle qui a eu lieu dans ces mois. Donc, et c'est pour la 5e fois que le président a remporté le présidentiel pour diriger le pays, le Djibouti. Donc, avec le temps qu'il est, il commence à ouvrir, à faire à créer des stratagèmes de façon à développer le Djibouti. Le Djibouti qui est un petit pays qui a besoin de l'appui de surtout les voisins. Soit l'Égypte, c'est un pays assez développé dans notre continent. Ils peuvent bien intervenir économiquement de façon à développer beaucoup plus les petits pays qui est le Djibouti. Très bien, justement, retour en arrière, quelques années en fait, il faut rappeler que l'Égypte aussi était l'un des premiers pays qui ont favorablement accueilli l'accord cadre pour le dialogue politique et qui a été signé entre le gouvernement et l'opposition à Djibouti afin de mettre terme au conflit politique. Ça fait il y a quelques années. Là, je vous propose justement un regard sur les relations entre l'Égypte et le Djibouti. Je rappelle seulement que l'Égypte et Djibouti ont convenu de renforcer davantage leurs relations de coopération, notamment dans le domaine sécuritaire et en matière de promotion d'investissement. Les deux pays ont également officialisé une collaboration sur la question de l'électricité et des énergies renouvelables. Les détails tout de suite avec notre collègue Dalia Karam. Le président Abdel Fattah el-Sisi a discuté jeudi des derniers développements concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne avec le président de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, lors d'un appel téléphonique, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Selon la présidence égyptienne, le président a affirmé la position constante de l'Égypte concernant la conclusion d'un accord juridiquement contraignant avec l'Éthiopie avant de commencer le deuxième remplissage du barrage. Les deux dirigeants ont convenu qu'il s'avérait important de parvenir à un règlement sur cette question afin d'éviter tout impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région.
Mardi, le Soudan invitait l'Égypte et l'Éthiopie à des pourparlers tripartites pour discuter des options possibles sur la relance des négociations sur le grand barrage contesté dans les 10 prochains jours après l'effondrement des pourparlers dirigés par l'Union africaine au début du mois. L'Éthiopie prévoit d'aller de l'avant avec le deuxième remplissage du barrage qui devrait avoir lieu en juillet, bien que l'Égypte et le Soudan s'opposent à ce qu'Addis Abeba fasse une telle démarche unilatérale en l'absence d'un accord juridiquement contraignant. Le deuxième remplissage vise à collecter environ 18,4 milliards de mètres cubes d'eau du Nil bleu contre 4,9 milliards de mètres cubes obtenus lors du premier remplissage l'année dernière. Les présidents Al-Sisi et Guelleh ont également discuté des moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et Djibouti. Les deux présidents ont discuté du renforcement des relations économiques, des échanges commerciaux et des investissements environnementaux, ainsi que de la coopération bilatérale et régionale. Le président Al-Sisi a également félicité le président Guelleh pour sa réélection pour un autre mandat. Le président Guelleh a exprimé sa grande appréciation pour les relations historiques et fraternelles reliant Djibouti à l'Égypte. لدينا مصير مشترك. مصر تسلمت الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي لعام 2019 وتتطلع كعادتها دوما للتعبير عن شواغل الشعوب الإفريقية الشقيقة. Téléphonique avec son homologue djiboutien les derniers développements concernant le barrage éthiopien de la Renaissance est justement un dossier clé. Après l'évolution de la situation. Justement, encore une fois, le président Al-Sisi a insisté sur la position constante et ferme de l'Égypte concernant la conclusion d'un accord juridiquement contraignant avec l'Éthiopie avant de commencer le deuxième remplissage du barrage. Cette situation qui continue jusqu'au présent, et il y a eu déjà un désaccord au début de la construction du barrage que l'Égypte a s'opposé vers son voisin l'Éthiopie, tout simplement parce qu'il n'y a eu pas un accord de la construction du barrage. Malgré cela, l'Éthiopie a décidé de la construire et voilà que nous on continue dans une situation très embarrassée parmi les deux pays ou les deux pays voisins, y compris le Soudan qui est directement frontière à l'Éthiopie. Donc, à mon avis, je crois qu'il a besoin de l'intervention des Nations Unies pour dérimer cette situation qui continue depuis quelques années et qui difficulte ou préjudique la bonne voisinance parmi les pays qui vit directement dans le rive du Nil. Donc ici, l'Égypte est la seule source d'eau et donc il doit avoir toutes les précautions de façon à éviter que le peuple égyptien soit assoiffé par un usage irresponsable de l'eau du Nil. Donc par cela, il faut des ingénieurs, une course pénale arbitrale qui voit de façon froide et sérieusement de façon à trouver une solution qui ne préjudique
aucun pays. Donc jusqu'au présent, les trois pays ils se tiennent toujours à chercher des accords parmi les trois et on a vu que pendant toutes ces années, on n'a pas encore eu un résultat qui satisfait tous les trois. Donc la solution à suivre, c'est l'intermédiation de la Nations Unies au sein de l'Occident ou même l'Amérique qui peut intervenir et donner une décision finale, un garde les ingénieurs qui doivent se placer sur le terrain et voir s'il est viable ou pas le barrage qui est autour des discussions qui ça fait quelque temps. Et ça chauffe les relations parmi les trois pays. Je souhaite qu'ils doivent avoir un résultat qui n'est pas pénalisé en pays et que la relation, malgré cela, ils doivent poursuivre pour le meilleur parce que l'Afrique entière a besoin l'un de l'autre. On est tous des frères et on a besoin de l'un de l'autre. On doit toujours terminer de façon pacifique. Voilà, on l'espère bien. Et justement, si vous avez mentionné l'importance d'une intervention des Nations Unies, comment pourrait être justement cette intervention? On connaît tous qu'il y a eu des discussions qui ont eu lieu l'année dernière aux États-Unis, parrainées par les États-Unis. La Banque mondiale était peut-être représentée, mais ça n'a pas abouti, c'est-à-dire on a mené des négociations, des discussions sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et à la fin, c'est l'Éthiopie qui s'est retirée. À quel point, justement, la communauté internationale, représentée par l'ONU, pourrait-elle justement imposer, si vous le voulez bien, un accord contraignant pour les trois parties? Je comprends le désespoir de l'Éthiopie, vu que c'est un pays trop peuplé, peut-être plus que l'Égypte, et donc c'est un pays avec très peu de sources naturelles pour démarrer le développement de son pays. Donc l'État éthiopien a trouvé comme source, on dirait, construire un barrage et un grand barrage, peut-être la majeure parmi toute l'Afrique, qui pourra lui permettre de vendre à ses voisins l'énergie. Mais l'Égypte n'a jamais été contre le barrage de la Renaissance. Voilà, le désaccord concerne aujourd'hui le remplissage et le fonctionnement, c'est-à-dire les dates de remplissage et la façon avec laquelle ce barrage devrait fonctionner. Donc, comme je disais, c'est l'Éthiopie a essayé de trouver des moyens pour avoir les sources pour développer son pays parce que tellement pauvre, la population vit dans une situation pénible, il a besoin, l'État il doit trouver des moyens et ça c'était un moyen. Par contre, il y a un seul riz qui passe le Nil, qui passe vers l'Égypte et les seules sources pour ces pays-là. Donc l'Égypte est bien, il y a ses prudences pour ne pas créer des situations pas convenables pour son pays. Donc les négociations, ils marchent, mais comme je disais, ces pays-là, ils sont prêts, ils sont prédisposés. J'ai entendu aussi par le voie le président des Nations Unies s'est prédisposé de médianer la situation, envoyer s'il faut possible des ingénieurs au terrain et voir à quel point il est possible. Donc dans ces situations-là, il y a aussi des petits pas de l'Éthiopie parce que dans une situation en que les Nations Unies ou l'intermédiaire décident de fermer une fois partout le barrage, ça sera un trop gaspillage. Aussi dans une façon de décider. De toute façon, personne n'a jamais mentionné voilà, que le barrage soit fermé, voilà, qu'il ne fonctionnerait pas. Encore une fois, ça concerne le fonctionnement. Ça concerne le remplissage. Et justement, pour rappel,
c'est l'Éthiopie qui prévoit d'aller de l'avant avec le deuxième remplissage justement du barrage qui devrait avoir lieu en juillet, bien que l'Égypte et le Soudan s'opposent à ce qu'Addis Abeba fasse une telle démarche unilatérale en l'absence d'un accord juridiquement contraignant. C'est-à-dire que les trois parties n'arrivent pas aujourd'hui à avoir un accord contraignant parce qu'à chaque fois, il y a la partie éthiopienne qui se retire. Et justement aussi, pour rappel, mardi dernier, c'est le Soudan qui a invité l'Égypte et l'Éthiopie à des pourparlers tripartites, encore une fois, justement, un nouveau round de discussion pour discuter des options possibles sur la relance des négociations dans les 10 prochains jours après l'effondrement des pourparlers parrainés par l'Union africaine au début du mois. Est-ce que les négociations justement auxquelles le Soudan a invité pourraient justement aboutir cette fois-ci, vous pensez? Comme je dis, je continue à dire, c'est un dossier très sensible pour tous les partis, et spécialement pour l'Éthiopie qui se sent dans la condition d'accuser. Donc, dans quelques moments, quand les discussions démarrent, il se sent un peu trahi par ses voisins, il fait un pas, il recule parce que la décision à venir, ce n'est pas la souhaitable pour l'Éthiopie. Donc c'est pour ça, à chaque fois qu'il y a des meetings et les tripartites, ça finit l'Éthiopie à reculer et ne pas accepter les conditions qui exigent pour le fonctionnement du barrage. Donc c'est une situation très sensible et nous avons comprendre chaque partie. Dans un côté, l'Égypte, ils sont pauvres, qui a besoin de cette rive. Dans l'autre côté, l'Éthiopie. Non, parce qu'aussi, c'est son droit. C'est pas parce qu'il est pauvre, parce qu'il compte sur le Nil, mais c'est parce que c'est son droit. C'est-à-dire, une fois on a le droit, sans nuire, il n'y a aucun problème, justement, de ne pas nuire à l'autre en profitant pleinement de nos droits. C'est-à-dire, c'est une question de droit et de devoir. C'est une voilà, ça coule, le Nil, ça coule entre les trois pays, et du coup, les trois pays ont le droit justement aux eaux du Nil. Et, justement, pour passer, il faut rappeler que le deuxième remplissage vise à collecter environ 18,4 milliards de mètres cubes d'eau du Nil bleu contre 4,9 milliards de mètres cubes obtenus lors du premier remplissage l'année dernière. Et là aussi, il faut rappeler que les deux présidents, le président Sisi et son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh, ont convenu qu'il s'avérait important de parvenir à un règlement sur cette question afin d'éviter tout impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région. Voilà, ça c'était le communiqué justement officiel des deux chefs d'État. Oui, c'est que je vois le président Abdel Fattah el-Sisi essaye toujours dans les moyens de dialogue si l'actuel président au Soudan, c'est la voie de dialogue. Et jusqu'au présent, ils n'ont pas encore trouvé une sortie souhaitable pour tous les trois. Donc c'est assez sensible et pour tous les trois. Et à mon avis, je souhaite que ça doit être les Nations Unies à donner un point de vue et finir une fois partout. Mais si l'Éthiopie, chaque fois, il refuse et se lève et il laisse les conversations à l'air, ça va devenir très difficile et encore beaucoup plus délicat pour les voisins. Donc, je souhaite que les choses, ça peut bien finir pour la sécurité de la région, comme vous dites. Tout à fait. Justement, 170 mètres de haut,
près de 2 km de long. Le méga barrage éthiopien de la Renaissance sera la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. L'Éthiopie est sur le point d'achever ce projet phare et son développement économique, mais justement, le pays ne parvient pas à résoudre sa discorde avec ses voisins, à savoir l'Égypte et le Soudan, qui craignent certainement pour leur approvisionnement ou non. Beaucoup de questions en suspens. Tout de suite, les détails avec notre collègue Dalia Karam. Appelé barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, l'ouvrage dont la construction a débuté il y a 10 ans se situe sur le Nil Bleu, un cours d'eau qui rejoint à Khartoum le Nil Blanc et qui fournit 60% du débit du Nil. Depuis plusieurs années, d'après négociations sont en cours pour trouver un terrain d'entente entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. L'Union africaine a pris le dossier en main. Des pourparlers ont eu lieu la semaine dernière à Kinshasa, en République démocratique du Congo, mais se sont soldés par un nouvel échec. Parmi les principaux points de blocage, il y a la manière dont le barrage sera géré au cours des différentes périodes de sécheresse, ce qui revient à savoir. Dans les discussions entre les deux chefs d'État, en fait, les deux présidents ont discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales. Quand on parle des relations bilatérales, il faut insister sur les relations économiques aussi, les échanges commerciaux et les investissements, surtout en matière ou dans le domaine de l'environnement. Bien sûr, comme vous avez dit, les deux homologues ont beaucoup parlé sur plusieurs sujets. Ils n'ont pas oublié la question de la sécurité au Corne d'Afrique et la mer Rouge. Donc c'est aussi un coin sensible pour la sécurité dans la région au nord d'Afrique. Donc, Égypte, avec de ses capacités, ils peuvent bien aider le Djibouti à moderniser son armée, sa défense, de façon à créer des meilleures conditions pour une sécurité à la mer Rouge et aussi dans la région ici du nord d'Afrique. Donc il y a aussi l'économie, les pays. Et surtout après l'apparition de la Covid-19 a ralenti de telle façon que les Africains, soit les pays africains, ils ne doivent pas s'endormir à cause de la pandémie de la Covid. Ils doivent aussi continuer à travailler de façon à développer leur pays. C'est par cela que le président, après son réélection pour son 5e mandat, il commence déjà à voir quelque part de plus à faire sur son économie. Et l'Égypte est un voisin très proche et avec une relation suitable et cherche à faire les échanges commerciaux entre les deux pays de façon que aussi les investisseurs égyptiens y trouvent d'autres marchés, autant que l'Afrique n'est pas encore ouvert la zone commerciale libre à cause justement de sa pandémie qui vient d'arriver et a retardé le programme de l'ouverture de commerce africain. Donc il faut toujours voir dans le sens positif que l'Égypte a une certaine autosuffisance dans beaucoup de produits qui peuvent bien trouver le Djibouti comme un pays qui peut bien acheter ces produits ici tout près. Donc, ce que je sache, il y a quelque temps derrière, le président Ismaïl Omar Guelleh avait
a eu l'intention d'avoir une voie ferrée qui lie le Djibouti jusqu'au Sénégal. C'est pas encore si le projet est déjà démarré, mais l'intention est toujours en l'air. On a bien compris et on sait que cette voie ferrée doit lier au Comesa, à l'ouest d'Afrique, de façon à l'échange commercial et flotter beaucoup plus mieux, de façon que tout soit gagnant. En fait, c'est particulièrement important que les dirigeants africains aient cette volonté politique de mettre à l'avant justement leurs relations, de développer les relations entre les pays, les différents pays de ce continent pour le développement du continent noir. Justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef. Bonsoir, Monsieur Ahmed El-Leissi Nassef, vous êtes analyste politique. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir, ravi de vous avoir justement avec nous en ligne, en direct. Je vous entends mal. Est-ce que vous pouvez enlever vos voix un peu? Oui, je vais essayer de parler un peu plus fort. Ah, ça, c'est mieux, justement, on parle de cet entretien téléphonique qui a eu lieu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismaïla Omar Guelleh. Les deux parties ou les deux dirigeants ont parlé et des relations bilatérales, mais surtout du barrage de la Renaissance. Le président el-Sisi a insisté encore une fois sur la position constante de l'Égypte vis-à-vis justement de ce dossier. Encore une fois, on insiste sur l'importance de parvenir à un règlement sur cette question afin d'éviter tout impact négatif sur la sécurité et la stabilité du continent et de la région et l'importance de parvenir justement à un accord juridiquement contraignant avec l'Éthiopie. Je pense que cet appel téléphonique dans ce contexte et dans ce temps-là est extrêmement important. Ça fait partie de la stratégie robuste et très claire et très consistante que le président Sisi est en train de mener vers le continent africain. Surtout maintenant qu'on peut dire qu'il y a une urgence de clarifier la position de l'Égypte vis-à-vis le projet du barrage de la Renaissance qui encore peut menacer la sécurité du Nil et de l'eau en Égypte et au Soudan. Donc je pense que le président est en train de faire un rôle très responsable vis-à-vis nos confrères en Éthiopie. Et il est en train de clarifier à tous nos confrères en Afrique la position très claire de l'Égypte. L'Égypte veut et demande et elle a tout droit d'exiger un accord légal qui est obligatoire à suivre par les trois pays ou les trois parties de cet accord. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on espère que ça change bientôt, mais jusqu'aujourd'hui, l'Éthiopie a fait rien que pour 10 ans, parce que la négociation de ce projet a commencé en 2001, donc en 2011. Donc il y a 10 ans qu'on est en train de bouger dans des cercles vicieux où on n'arrive à rien. C'est un exercice pour perdre le temps et enforcer la situation ipso facto, celle qui est sur le terrain, qui est une stratégie qui ne peut pas être acceptée par l'Égypte parce qu'on ne peut pas accepter que quelque chose est dicté pour l'Égypte et en menaçant la sécurité de l'eau pour 100 ou plus que 100 millions d'habitants égyptiens et aussi nos confrères au Soudan, avec les risques que ça peut poser pour la vie. C'est aussi simple que ça. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est l'agriculture. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre légèrement. C'est un problème très sérieux et malheureusement, nos confrères en Éthiopie n'ont pas encore ils n'ont pas démontré la volonté politique
pour résoudre ce problème. Très bien. En fait, les deux présidents ont aussi discuté du renforcement des relations bilatérales, certainement les échanges commerciaux, les investissements, surtout dans le domaine de l'environnement ou les investissements environnementaux, ainsi que la coopération bilatérale et régionale étaient au centre des discussions. Monsieur Ahmed El Leisi, quels sont les domaines de coopération les plus importants entre l'Égypte et le Djibouti? Il y en a plein. Oui. Et le président Sisi est en train de revitaliser le rôle de l'Égypte en Afrique. On avait ce rôle dans les années 60 et puis malheureusement pour 40 ans on l'a perdu. Donc les domaines où on peut aider, on est sur le domaine de l'éducation, on est sur le domaine de construction, on est sur le domaine médical. L'Égypte est un pays très bien éduqué et très riche en savoir-faire dans pas mal de directions qu'on peut aider nos confrères en Afrique avec le savoir-faire égyptien dans pas mal de domaines et aussi avec le commerce parce qu'on peut avoir des arrangements de commerce et quelque chose comme le COMISA. Ce sont des accords bilatéraux qui peuvent profiter à les deux pays ensemble. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire. C'est un marché, l'Afrique pour l'Égypte, ça se voit comme un marché, mais aussi comme un fournisseur pour l'Égypte. Donc il y a un échange énorme qui peut donner ou ajouter pas mal de valeur pour les deux pays. Et c'est ça ce que le président est en train de revitaliser pour la deuxième fois et reprendre le rôle principal de l'Égypte dans le continent africain. Merci beaucoup à vous, M. Ahmed El Leisi Nassef, vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos explications. Là, retour à vous, M. Jonas Nazareth. Et justement, quand on parle de la coopération entre l'Égypte et le Djibouti, et comme on l'a peut-être déjà mentionné, peut-être on peut toucher une certaine volonté politique chez les différents dirigeants africains pour booster les relations intercontinentales. La zone de libre-échange pourrait jouer un rôle primordial justement pour relancer la coopération. Quand on parle de la coopération, quels sont, encore une fois, je répète la question, quels sont les domaines de coopération les plus importants entre l'Égypte et le Djibouti? Et vu que le Djibouti, c'est un pays petit et pas encore avec un développement faible, l'Égypte peut jouer un rôle très important vu sa capacité économique. L'industrie égyptienne il est salutable et il a dans certains moyens, il a un certain, comme je dirais, une autosuffisance des produits qui peut être exportés au dehors et c'est par là que ces pays voisins il peut bien servir pour acheter les produits égyptiens ici, comme on dit dans la nourriture, les produits industriels qui viennent de la Chine. On peut encurter la distance avec l'Égypte qui aussi est capable maintenant de produire certains matériels importants pour l'industrie des autres pays, aussi les accessoires. Donc les cadres égyptiens ils doivent bien aller au Djibouti et donner ses expériences dans certains domaines de façon à surmonter l'économie djiboutienne. Comme nous voyons ici, l'Égypte un peu partout en plan de relancer les voies rodoviaires
comme nous voyons beaucoup un peu partout des points. Et donc, sont ces expériences que beaucoup de pays n'ont pas encore. Ils devaient bien apprendre ces expériences avec l'Égypte. C'est par cela qu'il y a ces accords bilatéraux entre les deux États, de façon à voir comment il est possible de faire aussi dans certains pays, surtout ses voisins. Très bien. L'Égypte et Djibouti ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales, leur coopération. Certainement, cette décision fait suite justement à une rencontre en juin 2018 entre les ministres des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssef, en marge des réunions préparatoires du sommet de l'Union africaine prévu à Nouakchott, qui était justement prévu en Mauritanie. Quand on parle de la coopération, ça concerne surtout le domaine sécuritaire et en matière de promotion d'investissement, qui est aussi un dossier clé et pour l'Égypte et pour le Djibouti. L'Égypte, justement, où les deux pays ont également officialisé une collaboration sur la question de l'électricité et des énergies renouvelables. Voici un commentaire sur cette question. L'Égypte et Djibouti ont convenu de renforcer davantage leurs relations de coopération. Sa décision fait suite à une rencontre en juin 2018 au Caire entre le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et le chef de la diplomatie djiboutienne Mohamed Ali Youssef, en marge des réunions préparatoires du sommet de l'Union africaine prévu à Nouakchott en Mauritanie. M. Choukri a à cette occasion affirmé que l'Égypte allait travailler avec Djibouti à la mise en place d'un partenariat lié au développement et à la sécurité en mer Rouge et dans la région de la Corne de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs proposé la création d'une zone égyptienne de libre-échange à Djibouti qui aurait pour socle la coopération déjà existante entre l'autorité des ports de Djibouti et celle du canal de Suez. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne, qui a loué la coopération bilatérale commerciale et économique entre Djibouti et le Caire, a fait part du souhait de son pays de parachever le processus de concertation pour défendre une vaste zone logistique destinée à booster les exportations égyptiennes. Les deux pays coopèrent justement, ou devraient coopérer sur la question énergétique, axe principal de cet accord signé entre les ministres de l'énergie de chaque pays le 19 décembre 2018. L'appui de l'Égypte en matière technique et d'expertise sur les enjeux électriques, notamment pour la construction de centrales photovoltaïques ou l'élaboration d'une législation adaptée aux nouvelles énergies vertes. L'énergie verte, ça aussi, ça préoccupe les différents pays du continent africain. Ça doit dire que l'Afrique doit y profiter, c'est énergie meilleure par rapport à l'énergie qu'on utilise jusqu'au présent à cause de l'ambiance. Dire que le Rwanda, il est bien démarré dans ce sens-là d'énergie qui lui permettent de produire sans que touche de trop l'ambiance. Donc, c'est vers par là, c'est l'avenir du global qui les pays doivent adapter le nouveau modèle d'énergie renouvelable de façon à éviter la pollution de notre planète, comme on a vu déjà certains déguisages à cause de la pollution excessivement, et vu que l'ancien président américain Trump a quitté le forum pour les énergies donc, de la pollution de notre continent. Donc, comme j'essaie de dire que c'est l'avenir de l'Afrique surtout, une fois que l'Afrique s'est bien arborisée, il peut bien utiliser ses moyens d'énergie. Très bien. Justement, pour rappel, à chaque occasion, c'est le président Sisi qui insiste sur l'importance
du développement de l'Afrique. Il y a l'agenda 2063 pour un développement durable de l'Afrique. Il insiste sur l'importance de développer et le continent et les relations bilatérales, c'est-à-dire dans le cadre de relations bilatérales, mais aussi dans le cadre régional et continental. En fait, les voisins, justement, africains, où les relations avec les pays africains restent une priorité pour l'Égypte. Et là, on est témoin d'une volonté politique, justement, de la part du président Sisi, mais aussi de différents dirigeants africains. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes journaliste et écrivain. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Voilà, Madame, Monsieur, avant de vous remercier justement de nous avoir suivis ce soir, je vous propose juste un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Et après cela, justement, pour rappel, demain, c'est une nouvelle édition de Direct et une nouvelle équipe. Bonsoir à toutes et à tous. Le président Abdel Fattah el-Sisi adresse un mot à son frère, le roi Abdallah II de Jordanie, à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du royaume hachémite. Le président Abdel Fattah el-Sisi inspecte le projet national de fabrication des machines pour la production industrielle avec la technologie de contrôle numérique automatique. Il a enjoint d'accélérer la mise en œuvre du projet pour soutenir la stratégie de l'État d'acquérir des capacités technologiques dans la micro-industrie numérisée. Le président Abdel Fattah el-Sisi fait ses adieux à son honorable invité, le président tunisien Kais Saïd, à l'aéroport du Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, en présence du chef de la diplomatie Samir Choukri, du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov et de l'ambassadeur de Russie au Caire. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique de l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Ben Khalifa Al Thani, le félicitant pour le mois sacré du Ramadan. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient au téléphone avec plusieurs chefs, rois et princes des pays arabes et islamiques pour les féliciter à l'occasion du mois béni du Ramadan. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit des appels téléphoniques d'un nombre de présidents, rois et princes des pays arabes et islamiques. Ils lui ont adressé leurs sincères vœux à l'occasion du mois béni du Ramadan, souhaitant à l'Égypte et à son peuple prospérité et progrès. Le président el-Sisi poursuit les efforts de modernisation du système de gestion de l'eau d'irrigation dans les terres agricoles en s'appuyant sur des méthodes modernes et intelligentes. Le président el-Sisi donne ses directives pour développer et étendre l'axe du pont du 6 octobre et des routes sous le pont dans le cadre des efforts de l'État pour développer le réseau routier et les axes du Caire. Le président el-Sisi donne ses directives pour développer la région des hôpitaux universitaires d'Ain Shams et sa réorganisation complète dans le cadre des efforts visant à créer la cité médicale de l'université d'Ain Shams ainsi que le développement des principaux axes de la zone et de la place de l'Abbasiyya. Le président Abdel Fattah el-Sisi suit les activités de la société italienne Eni dans le domaine de l'exploration et de la production du gaz et du pétrole en Égypte et les efforts de l'Égypte pour devenir un centre régional pour le commerce de l'énergie. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit un appel téléphonique du président djiboutien Ismail Omar Guelleh pour discuter de la coopération bilatérale entre les deux pays frères.